On va démarrer le voyage, pas par le bord de mer, comme Morin l'a fait tout à l'heure. On va démarrer le voyage très très loin d'ici, dans un pays qui s'appelle la Tasmanie. Alors la Tasmanie, vous imaginez, on perce un trou là où vous êtes. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On arrive au centre de la Terre, on continue à creuser, on continue à creuser, on continue à creuser, on ressort de l'autre côté de la Terre et on arrive à peu près en Tasmanie. Vous allez découvrir que là-bas, il y a des animaux qui ne ressemblent absolument pas aux animaux qu'on connaît ici, que les forêts ne ressemblent absolument pas aux forêts qu'on connaît par ici. Vous allez rencontrer Anna, une fille d'une dizaine d'années, dont la grand-mère est persuadée d'avoir découvert un secret très important dans la forêt. Un petit détail supplémentaire, je vous ai dit que les animaux ne ressemblaient pas du tout aux animaux d'ici. Vous allez avoir une petite chouette. Alors vous êtes d'accord avec moi que les chouettes que l'on entend de temps en temps le soir, elles font quelque chose qui ressemble à ouh, ouh. Les chouettes tasmaniennes, elles font pas ouh, ouh, elles font plutôt ouf, ouf, comme des chiens. C'est pour ça qu'on les appelle des chouettes aboyeuses. Grand-mère et moi sommes restés un moment à écouter la petite chouette et les grillons qui avaient remplacé les cigales à la tombée de la nuit. « Tu veux connaître le secret dont je t'ai parlé tout à l'heure » a-t-elle soudain demandé. « Tu vas me le dire ? Je vais te le montrer. Mais tu dois d'abord me promettre de ne pas en parler à qui que ce soit. Pas un mot. Même à maman, même à ta mère. C'est bien d'accord ? Promis. » Elle s'est levée et s'est dirigée vers la bibliothèque. Grand-mère aimait deux choses. Vivre en pleine nature et lire. Tout le fond de la grande pièce était occupé par des étagères sur lesquelles s'alignaient des centaines de livres. Des gros, des grands, des petits, des neufs, des anciens, des dictionnaires, des atlas. Il y en avait tellement qu'on ne voyait plus le mur. Elle assurait qu'elle les avait tous lus, mais moi je ne pouvais pas croire une chose pareille. Elle a écarté 3 ou 4 livres du bout des doigts et avec 1000 précautions a sorti un petit objet caché derrière eux comme s'il s'agissait d'un trésor. « C'est ça ton secret ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Elle devait vraiment y tenir parce que ce n'était pas dans ses habitudes d'être si méfiante. Le bout du monde était ouvert à tout vent, la carte Visa de grand-mère traînait n'importe où, et elle n'avait même pas de serrure aux portes. Mais là, grand-mère est revenue vers moi avec le petit objet serré au creux de sa main. « Qu'est-ce que tu penses de ça, Anna ?» Elle m'a tendu un tube en verre fermé par un bouchon. À l'intérieur, il y avait quoi? Qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai d'abord cru que c'était une petite touffe d'herbe. Mais à y regarder de plus près, c'était des poils. J'ai éclaté de rire. C'est ça ton secret? Une touffe de poils dans un tube de verre? Mais oui, ma chérie, c'est ça mon secret. Ou plutôt, c'est une partie de mon secret.
Parce que la question, bien sûr, c'est de trouver qui est le propriétaire de ces poils. Tu as une idée? Le propriétaire de ces poils. Il n'y avait que grand-mât pour parler comme ça. J'en sais rien, moi. Un opossum? Elle a secoué la tête. Un wallaby? Un bandicoot? J'ai sorti tous les noms d'animaux qui me passaient par la tête. Aucun d'eux n'était le propriétaire de la touffe de poils. Je donne ma langue au chat. Elle a repris le tube de verre et l'a regardé un instant par-dessus ses petites lunettes rondes. Le problème, Anna, c'est que moi aussi je donne ma langue au chat. Tu ne sais pas ce que c'est? J'avais un peu de mal à le croire. Depuis plus de 10 ans qu'elle habitait le bout du monde, ma grand-mère avait tout appris sur la nature qui l'entourait. Elle passait son temps en forêt. Les arbres, les plantes, les traces de pas, les terriers, les cris des oiseaux, les insectes, tout cela n'avait plus de secret pour elle. Elle s'y connaissait spécialement dans un domaine plutôt bizarre, les crottes d'animaux. Grand-mère se moquait d'elle-même en disant qu'elle était devenue une véritable crottologue. Rien qu'à examiner une crotte trouvée entre les herbes, elle pouvait donner le nom de l'animal, dire ce qu'il avait mangé et quand il était passé là. Plusieurs fois même, des biologistes du parc national avaient fait appel à elle. Et voilà qu'elle séchait devant une simple touffe de poils. Je n'en revenais pas. Alors, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, ça veut peut-être dire que c'est un animal inconnu. Pas tout à fait, Anna. Drôle de réponse. Un animal pouvait être connu ou inconnu, mais pas tout à fait inconnu, ça ne voulait rien dire. J'ai bien une petite idée, a repris grand-mère, mais elle est tellement bizarre que je préfère la garder pour moi tant que je n'en suis pas sûr. J'ai besoin de plus d'indices. Des traces sur le sol, des photos, des vidéos. Ça va pas être facile. Parce que c'est un animal rare, encore plus que ça. Et certainement un animal très prudent. Tu ne veux vraiment pas me dire son nom? Elle a secoué la tête. Seulement quand je serai certaine de ne pas me tromper, Anna. La chouette Ninox a de nouveau aboyé. Et comme si c'était un signal, grand-mât a claqué dans ses mains. Allez, hop, au lit. Demain, on se lève tôt. On va où? Elle a soigneusement replacé le petit tube de verre derrière les livres. On va là où personne ne va jamais. Changement de pays. Avec l'île sous la mer, on part aux États-Unis, dans une baie qui s'appelle la baie de Chesapeake, qui est en gros 500 km au sud de New York. On est en 1917. Le personnage principal du livre, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, s'appelle Marco. C'est un garçon qui a une douzaine d'années, qui a des défauts de prononciation. Donc Marco, il bégaye, il s'en mêle dans les mots, il confond les mots, il dit un mot à la place d'un autre. Bref, il a du mal à parler. Ce qui fait que ses copains se moquent assez souvent de lui. Ses copains qui sont assez cruels avec lui d'ailleurs. Alors Marco, il a trouvé d'autres copains. Ce sont les oiseaux qui peuplent son île.
les pélicans. Vous connaissez? D'habitude, il y en avait tout un groupe perché sur le toit de la maison, et maman râlait comme un pou parce qu'il faisait caca partout. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de la maison, le toit était désert. Les pélicans étaient partis. C'était comme ça chaque année. J'étais un peu triste de ne plus les voir, mais en même temps j'étais content parce que ça voulait dire que mes copines, les oies des neiges, allaient bientôt revenir. Impossible qu'un pélican tombe amoureux d'une oie des neiges, m'avait expliqué oncle Charlie. Ils ne se rencontreront jamais. Les pélicans passaient l'été chez nous, et chaque année, à l'automne, ils s'envolaient pour le sud. Ils partaient passer l'hiver dans un pays qui s'appelle le Papanamama. Ils n'en revenaient qu'au printemps. Les oies, c'était tout le contraire. En été, elles vivaient loin d'ici, au nord d'un pays qui s'appelle le Canada. Et c'est chez nous qu'elles passaient l'hiver, pendant que les pélicans, eux, se chauffaient les plumes au soleil. Et maintenant qu'il n'y avait plus de marais, je me demandais bien où les oies allaient s'installer. Un petit peu longtemps après le départ des pélicans, mais pas vraiment beaucoup, j'étais avec mon harmonica en train d'essayer de jouer une chanson qui s'appelle On the Deep Blue Sea. Quand j'ai entendu tout un tas de akakat, akakat, koi, 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 akakat, les oies des neiges arrivaient, le ciel en était plein. Elles ont survolé la maison en cacacardant comme des folles pour me dire bonjour. Et je peux vous dire que ça a fait un sacré boucan. Je me suis précipité dehors en braillant de toutes mes forces. « Salut les oies! Comment ça va depuis la dernière fois ?» Elles ont tournicoté un moment au-dessus de l'île avant de se décider à se poser au pied de la grande dune. J'ai filé les retrouver. J'avais très envie de revoir Giz. C'était la plus vieille des oies. Et après Magda, elle était ma meilleure copine. On se connaissait depuis longtemps tous les deux. Dès qu'elle m'a vu, Jizzy est arrivée à ma rencontre en se dandinant. Elle a fourré son bec sous mon bras et je lui ai donné un bout de pain que j'avais chippé dans la cuisine. Vous seriez gentil de ne pas le répéter à maman, qui n'aime pas qu'on gâche le pain du bon Dieu. Mais donner, c'est pas pareil que gâcher, pas vrai? J'ai rappelé à Jizzy qu'avec ses copines, elle devait faire drôlement attention aux lance-pierres de ce grand couillon de Bill Leroux. Mais on n'a pas eu le temps de causer beaucoup. Parce que tout d'un coup, le coup de sirène a dû s'entendre jusqu'à Baltimore. Un bateau arrivait au port, et ce n'était pas n'importe quel bateau. On change encore de pays, on part en Bolivie, en Amérique du Sud. La Bolivie, c'est un pays qui est très très haut perché, en pleine montagne. La capitale se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas dans ce point-là de la Bolivie qu'on va aller. On va aller au contraire dans la partie basse de la Bolivie,
à l'endroit où la Bolivie rencontre la forêt amazonienne. C'est un endroit où il fait chaud, c'est un endroit où il y a beaucoup de petites rivières, de petits ruisseaux qui descendent des Andes, qui sont des ruisseaux qui viennent des glaciers, donc qui sont froids. La rencontre du chaud et du froid, ça fait que c'est un endroit dans lequel il y a toujours de la brume, toujours du brouillard, toujours des nuages. C'est la forêt des nuages. On va y rencontrer Nanda, qui elle encore a une dizaine d'années. La maman de Nanda s'appelle Teresa. Et Teresa a un drôle de métier. Sa fille dit qu'elle est grenouillologue, elle est spécialiste des grenouilles. Alors le vrai nom qu'on utilise en fait c'est herpétologue, mais grenouillologue c'est plus clair quand même. Et la maman de Nanda s'intéresse à une toute petite espèce de grenouille qui s'appelle les Telmatobus, qui existent réellement, je ne les ai pas inventées, qui sont des petites grenouilles qui font à peine 5 cm de long, des toutes petites bêtes, dont on ne connaît qu'un seul individu. Et la maman de Nanda monte toute une expédition pour tenter de retrouver d'autres grenouilles de la même espèce.
Comme s'ils obéissaient à un signal, des centaines de petites chauves-souris ont soudain envahi la clairière. La nuit est tombée d'un coup et l'obscurité s'est immédiatement peuplée de bruits encore plus forts que pendant la journée. Ça froufroutait, ça sifflait, ça chuintait, ça grinçait, ça craquait. Les insectes grésillaient par milliers et les grenouilles faisaient un tapage de tous les diables. Pas question d'attendre le retour des autres dans le noir. J'ai allumé ma lampe frontale et les moustiques sont aussitôt passés à l'attaque, attirés par la lumière et affamés comme des loups. Où avait-on fourré les litres de lotion anti-moustique que l'on avait emporté? Impossible de mettre la main dessus. Je me suis décidé à éteindre et j'ai attendu le retour des autres sans oser bouger, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Un imperceptible courant d'air m'a effleuré, j'ai poussé un cri. Une chauve-souris. Il n'y avait aucun risque, je le sais. Maman me l'avait répété je ne sais combien de fois. N'empêche, vous ne pouvez pas aller voler ailleurs, cette idiote? Toutes les 10 secondes, je regardais le cadran lumineux de ma montre d'anniversaire. Les minutes n'en finissaient pas de ne pas passer, gorgées de bruits étranges. Où étaient les autres? Je les ai imaginés perdus en pleine forêt, incapables de retrouver leur chemin dans l'obscurité. Rien qu'à cette idée, mon cœur a failli s'arrêter. Mais non, c'était impossible. Sumac ne pouvait pas se perdre. Enfin, je l'espérais. Je triturais le pendentif de Thio comme si une bête bout de bois pouvait me protéger. Ça a duré quelques milliers d'heures. Jusqu'à ce qu'au milieu du grand tintamarre de la nuit, je distingue des voix. Des lumières ont percé entre les feuillages, puis des bruits de pas. Sumac est apparu, un grand sourire aux lèvres, et j'ai pris un air dégagé. Tout s'est bien passé, Nanda? Impeccable. Alors c'est que la Serbat t'a adopté. Je ne sais pas comment il a réussi à allumer un feu, alors que la pluie avait tout détrempé, mais il l'a fait. Et la fumée a chassé les moustiques, ou presque. On a monté notre camp de base à la lueur de nos lampes frontales. Des hamacs arrimés au tronc, des bâches tendues entre les arbres pour se protéger de la pluie, et une grosse toile de tente pour abriter le matériel scientifique. Au menu de notre première soirée, du couac. Sincèrement, je ne le souhaite à personne. La recette est simple. Imaginez tout ce qu'il y a de plus mauvais, mélangez,
c'est prêt. Et j'avais tellement faim que j'aurais avalé n'importe quoi. On mangeait sans un mot, enveloppé dans le grand tintamarre de la serba, comme disait Soumac. Les grenouilles menaient le bal. Elles se répondaient sans fin, et les grenouillologues tentaient de les reconnaître rien qu'à l'oreille, en faisant un concours de noms latins. Outit, 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 oucoc, hoc, oucoc, hoc, créquex, créquex, créquex. Celle-là, c'est bien une Physaléamus, non? Et la première, je parie que c'était une Boana cineracens. Soumac m'a lancé un sourire en coin. Coucou, coucou, coucou. Ah, et ça, c'est une Rhinella schneideri, a déclaré maman. Avec Soumac, on a explosé de rire. Nous, on l'appelle simplement la grenouille courourou, a-t-il lancé. Sophia s'est faufilée sous les arbres et en est ressortie un instant plus tard en tenant une énorme grenouille brune au creux de la main. La voici, l'ami courourou. Elle l'avait à peine relâchée qu'un autre bruit s'est élevé, tout proche. Les grenouillologues ont tendu l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ça, a lancé Stéphane. Un grillon? Maman a secoué la tête. Non, non. C'est une grenouille, j'en suis sûr. Mais laquelle? Jamais j'ai entendu ça, murmurait Sophia. Elle s'est tournée vers Soumac. Tu connais? Il a écarté les bras avec un petit sourire embarrassé. Aucune idée, a-t-il fait. Mais rien qu'à son regard, j'ai compris qu'il mentait. Soumac savait parfaitement qui était Tri-Tri-Tri. Mais pour je ne sais quelle raison, il ne voulait pas dire son nom. À pas de loup, maman s'est approchée du bruit. Non, Teresa, a fait Soumac. Il l'a retenue par le poignet. Laisse-la. Les animaux sont chez eux ici. Nous ne sommes que les invités de la forêt. Maman l'a regardé, un peu surprise. Tu es sérieux? À la lumière des flammes, on devinait encore le sourire de Soumac, mais le ton de sa voix ne laissait pas le choix. Maman est revenue s'asseoir devant les flammes, et le petit coassement a cessé. Comme tu veux, mais avec la nuit à couper Soumac, mieux vaut ne pas s'éloigner. On s'était à peine installé dans les hamacs que le a repris, encore plus proche. C'est quand même vexant de ne pas savoir, a tremblé Ricardo. Soumac ne disait rien. Il écoutait attentivement. Nos regards se sont croisés. Buenas noches, a-t-il murmuré. J'ai fermé les yeux. Peut-être même que je me suis endormi. L'orage est revenu au milieu de la nuit sans que ça gêne maman, qui à 2 pas de moi ronflait doucement dans son hamac. La pluie crépitait sur la vache et le petit continuait de plus belle, tout proche. Même si je le distinguais à peine, j'étais prête à jurer que Soumac ne dormait pas. Il écoutait. Voilà, le voyage s'arrête là.